écoutez Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre sur Télé École. Vous êtes dans votre émission Droit et Société. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un phénomène électoral fascinant qui mérite toute notre attention, le comportement des électeurs dans la région de Ziguinchor, dans le sud du Sénégal, lors des grandes échéances démocratiques de ces 24 dernières années. De 2000 à 2024, cette région a traversé plusieurs cycles électoraux majeurs, des présidentielles aux législatives, révélant des dynamiques de participation qui interrogent. Comment les citoyens de cette zone stratégique du pays ont-ils exercé leur droit de vote? Quelle évolution observe-t-on dans leur choix politique? Pour éclairer ces questions, nous avons le plaisir de recevoir M. Ibrahim Diatta, maître en sciences politiques, spécialiste de la sociologie électorale, président de l'Association des étudiants africains en sciences politiques. M. Diatta, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci Seydina. C'est à moi de vous remercier pour l'invitation. Je voulais profiter de cette antenne également pour saluer les téléspectateurs de Télé École, saluer également le directeur Hassan Boum, qui a fait de cette école une belle vitrine, une vitrine éducative. Je dois dire que c'est toujours un plaisir pour moi de venir à Télé École. C'est ma 3e fois. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour saluer également vos collègues, notamment Mbalo et Loum, qui étaient les premiers à m'avoir invité dans cette télé. Revenir ici constitue pour moi une deuxième partie de ma soutenance. Pour rappel, effectivement, j'ai soutenu mon mémoire le 11 août sur ce sujet. Donc, revenir ici ne pourrait constituer qu'une suite logique, en tout cas, de cette soutenance. Donc, bref, tout le plaisir est pour moi et je vous en remercie. Justement, M. Diatta, vous avez fait une étude qui couvre un quart de siècle d'élections dans la région de Ziguinchor. Pourquoi le choix de Ziguinchor? Pourquoi le choix des élections dans la région de Ziguinchor? Écoutez, la question, elle est vraiment intéressante, je dois dire même pertinente. Vous savez, Seydina, Ziguinchor est une zone stratégique. Je peux même aller plus loin. La Casamance est une zone stratégique, mais qui, de mon point de vue, qui est méconnue. Méconnue parce que, si vous voyez, la Casamance, elle reste aussi un laboratoire d'études. C'est en Casamance où on peut avoir des variables d'études comme l'agriculture, on peut avoir des études sur le conflit, sur la paix, sur d'autres phénomènes, que ce soit la culture, les identités, entre autres. Donc, parce que c'est une région qui est assez riche, donc on peut effectivement s'intéresser à beaucoup de choses dans cette région, même sur les ressources naturelles aussi. Alors, le constat que nous avions fait, là, on va reprendre un peu Gaston Bachelard qui disait que un fait scientifique est un fait connu, construit et constaté. Donc, nous, étant scientifiques, nous avons juste fait un constat. Et ce constat est tout simplement que la Casamance, toutes les études que j'ai évoquées précédemment, c'est-à-dire l'agriculture, la culture, le conflit, la paix, on a constaté que la plupart des études qui ont été faites dans cette région sont essentiellement concentrées sur ces sujets. Mais il n'y a pas eu d'études, si vous voulez, de littérature abondante sur des questions électorales. Et pourtant, la Casamance aussi reste un laboratoire d'études électorales aussi. Parce que les Casamanciens, il faut le dire, les Casamanciens ont toujours voté, ils ont toujours participé aux élections, au scrutin électoral, si vous voulez. C'est depuis des années 50, notamment 51. Alors, l'autre constat qui nous a effectivement poussé à choisir ce sujet, c'est le débat. Je dirais même un débat persistant qui consiste effectivement à voir le vote comme un vote ethnique dans la région de Ziguinchor. On se rappelle en 2019, à la suite des de l'élection présidentielle, il y a eu des parties prenantes qui ont eu à dire effectivement que Ousmane Sonko, à l'époque,
à à bénéficier bénéficier d'un en vote ethnique Djola. Je dis bien Djola. Et donc, nous, étant politistes, chercheurs, il faudra effectivement voir est-ce que ce qui se dit est une réalité qui est observable sur le terrain ou bien ce sont des affirmations qui constituent tout simplement des idées reçues. Des préjugés. Très bien. Alors, nous sommes allés sur le terrain pour vérifier, pour voir exactement est-ce que ce qui se dit est tout simplement une réalité ou bien un préjugé, pour reprendre votre expression. Pour terminer, l'autre facteur, il faut dire que au Sénégal, beaucoup d'auteurs ont eu à réfléchir sur le comportement électoral, pour ne pas dire sur la sociologie électorale. On peut parler des travaux du professeur Alioune Badara Diop, de Alassane Bey, de Cheikh Bamba Ndiaye, pardon. Il y a également tout récemment un ouvrage qui a été publié en 2022 par Serigne Amadou Gueye, qui porte sur le comportement électoral au Sénégal. Mais toutes ces études-là, toute cette littérature-là, porte spécifiquement sur le nord et le centre du Sénégal. Et l'autre facteur, ce sont des études qui portent essentiellement sur deux facteurs, si vous voulez, sur deux déterminants du vote. C'est les déterminants ethniques et les déterminants confrériques. Mais bien avant ces études-là que j'ai évoquées tout à l'heure, il y a également dans les années 90, GERCOP, un groupe d'études à l'Université Gaston Berger aussi, qui a réfléchi sur le comportement électoral. Même eux, ils ont porté également leur réflexion sur les confréries, notamment l'influence des confréries sur le choix des électeurs. Mais il n'y a jamais eu d'études spécifiques, je dis bien d'études spécifiques sur la Casamance. Et donc, c'est à partir de là que notre réflexion est née. Et nous pensons que c'est important, d'autant plus que la Casamance fait partie du Sénégal. Donc, voilà un tout petit peu ce qui justifie le choix de ce sujet. Votre sujet s'inscrit donc dans ce sens, l'absence de variables ou de vote spécifiques dans la région de Ziguinchor. Finalement, avant d'aller dans le fond du sujet, M. Diatta, qu'est-ce qui rend la Basse Casamance aussi particulière dans le paysage électoral sénégalais? C'est tout à fait intéressant. On va dire même c'est tout le sens même de ce sujet. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, si vous prenez les études qui ont été faites sur la sociologie électorale au Sénégal, c'est des études qui portent sur le Fouta, sur Touba, sur Tivaouane, sur Thiès, Saint-Louis, entre autres. Mais il n'y a pas eu d'études spécifiques sur la Casamance. Et cela, on peut l'expliquer sur deux facteurs, très rapidement. C'est tout simplement dû à la complicité de la région. L'autre chose, c'est du fait que la Casamance a traversé des situations que nous connaissons tous. Oui, des situations conflictuelles. Conflictuelles. Et voilà. Donc, cela a fait que l'électorat casamancé reste un électorat très particulier. Particulier en raison de sa géographie. Parce que vous le savez, je l'ai dit dans mes travaux, la Casamance est la seule région dans le monde, je dis bien, où on traverse un pays pour aller dans une autre zone d'un pays. Donc, ça crée ce que Dr Maodo Lamine Manga appelle un sentiment psycho-affectif. Et donc, ça crée ce que je pourrais appeler ici un électorat, un vote contestataire. Ça crée un vote contestataire. La spécificité de l'électorat casamancé, c'est que c'est un électorat qui est critique. C'est un électorat qui est critique d'abord. C'est aussi un électorat qui est plus ou moins méfiant vis-à-vis du pouvoir central, pour ne pas dire de l'État. Vous savez, comme je l'ai, peut-être le temps nous permettra de revenir sur tout ça, mais la Casamance a connu des moments qui ont fait que l'habitant ou bien le citoyen casamancé voit le pouvoir central comme un pouvoir qui marginalise les Casamancés. Et cela remonte peut-être, c'est toute une histoire. Tout à fait. Ce qui va me permettre peut-être de m'interroger à la deuxième question. Oui. Comment l'histoire politique près 2000 justement a-t-elle façonné le comportement électoral dans cette zone? C'est aussi intéressant. On va peut-être devoir se répéter un peu. Parce que vous savez, Seydina, la Casamance a trois problèmes. Ces trois problèmes, on peut les résumer à un problème de paix, de développement
et d'enclavement. L'enclavement, c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a des avancées qui sont en train d'être faites, notamment avec le président Macky Sall, notamment avec le pont de Farfenni, qui a constitué, si vous voulez, une sorte de rupture pour cet enclavement. Aujourd'hui, on parle plus de désenclavement de la Casamance. Donc, la Casamance avec le pont, avec certaines infrastructures qui ont été, si vous voulez, créées en Casamance, ça a un peu adouci ce phénomène-là. Mais le problème de développement et de paix reste toujours dans cette région. Maintenant, pour revenir un peu à votre question, avant les années 2000, il y a beaucoup de facteurs aujourd'hui qui ont impacté le climat politique de la Casamance. Le premier facteur, c'est, si vous voulez, ce que j'ai appelé dans mes travaux, c'est le parti dominant. Vous savez, à l'époque, avant même les indépendances, dans la période de la colonisation, une histoire que vous connaissez très bien, il y avait ce qu'on appelle les quatre communes. Les 4 communes qui avaient le droit de vote. Voilà, qui avaient le droit de vote, c'est Gorée, c'est Dakar, c'est Rufisque et Saint-Louis. Ce sont les quatre régions. Donc, les autres, si vous voulez, citoyens autochtones comme la Casamance, le Fouta, certaines parties du Sénégal, ne participaient pas au vote. Et ça a créé une sorte de, si vous voulez, de frustration. C'est ce qui a même poussé aux Casamançais à l'époque de créer le MFDC. Parce que le MFDC, il faut le dire, ce n'était pas dans un premier temps un mouvement qui était dans une logique de demander l'indépendance de la Casamance ou l'autonomie de la Casamance. L'autonomie, ça va venir aux années 80. Au fil du temps. Voilà, au fil du temps. Au début, c'était un mouvement politique. Qui avait juste pour, si vous voulez, qui avait pour objectif de prendre en compte les revendications des Casamançais. Donc, parce que c'est un mouvement qui, dans un premier temps, est créé en 1947 par les Ibou Diallo, les Hiro Kandé, entre autres. Alors, au-delà de ce facteur-là, il y a également le facteur conflictuel. Parce que le conflit, bien avant 2000, le conflit, bon, certains vont dire le conflit est né en 82, d'autres disent en 83. Mais moi, je retiens 82. Pourquoi? Parce que c'est le 26 décembre 1982 que le premier événement qui a engendré ce conflit va naître. Donc, parce qu'en 1982, il y a eu une marche. Et cette marche-là, ce sont des Casamançais qui ont, si vous voulez, accumulé toutes les frustrations de la région pour en faire une manifestation. Et la logique, c'était tout simplement d'aller déposer un mémorandum à la gouvernance. Maintenant, sur cette voie de marche, avec tout ce qu'on connaît, donc les démonstrations culturelles, des rapports de force, entre autres, donc les forces de l'ordre vont venir, si vous voulez, perturber les manifestants. Ils sont venus tout simplement pour perturber cette manifestation qui va créer une sorte de frustration. Et c'est à partir de là que certains manifestants vont aller dans les maquis. Et c'est là que le conflit va naître. Parce que parmi les frustrations qui ont été accumulées lors de cette manifestation-là, il y avait des questions foncières. Parce qu'à l'époque, voilà, il y avait un maire qui était là, qui, certains Casamançais disaient qu'il est du Nord. Il s'appelle Abdoulaye Ly. Il donnait, d'après certains, en tout cas, j'ai même eu à interroger certains Ziguinchorois sur cette problématique. Ils ont dit qu'à l'époque, ce maire-là était un maire qui donnait des terres unilatéralement à des citoyens qui ne sont pas Ziguinchorois. C'est l'une des raisons qui ont créé... Donc, première raison foncière. Oui, il y a la question foncière. Au-delà de la question foncière, il y avait la situation également du lycée Guignabo. Il y a les élèves qui vivaient dans des situations plus ou moins difficiles, si on peut le dire ainsi. L'autre chose, c'est Casa Sport. À l'époque aussi, il y a eu une finale qui a été jouée à Dakar entre Casa Sport et une équipe que j'ai oubliée. Donc, il paraît, parce que c'est le moins que je puisse dire, en tout cas d'après les personnes interrogées, ils ont dit qu'il y a eu une sorte de, si vous voulez, de marginalisation, disant que le Casa Sport ne devrait pas gagner cette finale parce que le Casa Sport est allé jusqu'à
presque gagné la finale, mais un penalty a été accordé à l'équipe adverse. Et ça a créé une sorte de frustration. Donc, il y a eu beaucoup de manifestations au stade. Donc, ça faisait partie... Parce que pour les Casamassiens à l'époque, non, nous, on est marginalisés, on est relégués au rang subalterne, entre autres. Donc, bref, ce sont parmi les différentes frustrations qui ont créé cette manifestation. Ce sont parmi des causes, en tout cas. Ce sont des causes, effectivement. Le MFDC, quand le MFDC est né, c'était tout simplement pour prendre à bras le corps ces préoccupations de la Casamance. Et donc, c'est l'une des, on va dire, l'une des manifestations, en tout cas, qui ont impacté un peu l'histoire politique de la Casamance avant. Et justement, ce conflit Casamance a-t-il impacté véritablement la participation des élections dans la région, la participation des électeurs dans la région? Disons avant 2000 ou après 2000? Après 2000. Oui, avant 2000, oui, après 2000, oui. Bon, c'est vrai qu'avant 2000, c'était encore beaucoup plus persistant. Mais on va prendre, par exemple, la période de 2000 à 2010, par exemple. Et si vous voulez, on remonte un peu en arrière. Si vous prenez, par exemple, 1993, il y a eu effectivement une menace, pour ne pas dire des menaces, une menace du MFDC vis-à-vis des électeurs. En 93, par exemple. Et si vous prenez les années 2000 aussi, c'était pareil. J'ai interrogé, on va dire, un connaisseur de ce conflit-là qui s'appelle Ibrahima Gassama. C'est un journaliste. Il me disait que en 2000, par exemple, certains candidats même, pour battre campagne en Casamance, ils négocient avec les MFDC. Il faut négocier avec les MFDC pour venir battre campagne en Casamance à l'époque. L'autre facteur, ce sont même les électeurs. Les électeurs, ils étaient à l'époque menacés. Le MFDC brandit des armes contre les citoyens qui décident d'aller voter. Et donc, ça a créé une sorte d'abstention. Vous voyez. Et il y a eu aussi le déplacement des populations. Il y a eu certaines populations, en raison de l'insécurité qui prévaut dans leur zone, ils se sont déplacés pour aller soit en Gambie ou bien pour aller en Guinée-Bissau. Et donc, ça a impacté effectivement à la fois sur le fichier électoral, mais également sur la participation électorale. Donc, effectivement, le conflit a toujours constitué un impact sur la participation électorale, mais également sur l'inscription sur le fichier électoral. On va y revenir, mais il faut dire que, pour terminer, le conflit a toujours constitué un frein pour les citoyens casamanciens pour leur participation. Vous le disiez à l'entame de vos propos, oui, de votre propos, qu'en 2019, lors des élections présidentielles, un candidat du nom d'Ousmane Sonko, tout à fait, certains disaient qu'il avait bénéficié d'un vote ethnique, plus précisément Djola, dans cette zone. À partir de vos travaux, est-ce que vous avez identifié une orientation politique dominante en Basse-Casamance? Oui, en fait, dans mes recherches, moi, je vais vous dire une chose, Dina, ça va peut-être vous surprendre. Quand j'ai commencé ces recherches, pour vous dire, j'étais parti avec l'idée selon laquelle le vote ethnique à Ziguinchor. C'était un de vos postulats? Oui. Ou de vos hypothèses? Non, de mes hypothèses, en fait. Je vous l'ai dit, j'étais parti de l'idée selon laquelle le vote est ethnique. D'ailleurs, même ma première problématique, je pense que mon directeur de mémoire est en train de me suivre, il ne dira pas le contraire. La première problématique que j'avais posée, c'était: faut-il voir le vote ethnique en Basse-Casamance? Faut-il voir le vote ethnique en Basse-Casamance? Et donc, ça sous-entend dire tout simplement que oui, le vote est ethnique en Basse-Casamance, ou bien est-ce que le vote est ethnique? Donc, la problématique, c'est sur ça, en fait. Mais une fois sur le terrain, je vous l'ai dit, j'ai interrogé 56 personnes dans le département de Ziguinchor. Je dis bien dans le département de Ziguinchor. J'ai interrogé 56 personnes. Mais parmi ces 56 personnes, il n'y a que 3 personnes, je dis bien, il n'y a que 3 personnes qui m'ont dit que pour eux, le vote est
ethnique dans la région de Ziguinchor. À Oussouye, j'ai interrogé 8 personnes. Parmi ces 8 personnes, tout le monde m'a dit clairement que le vote n'est pas ethnique. C'est-à-dire, ils ne disent pas que on ne peut pas relever le variable ethnique dans les élections. Mais pour eux, c'est un variable qui est moins déterminant. C'est-à-dire réduire le vote à un facteur ethnique et réducteur, pour reprendre l'expression de Alassane Bey. Vous voyez. Je suis allé aussi à Bignona. À Bignona, c'est là où j'ai interrogé moins de personnes. J'ai interrogé là-bas 7 personnes. Et parmi les 7 personnes, toutes les 6 personnes m'ont dit que le vote n'est pas ethnique. Seule une personne m'a dit que le vote est ethnique pour lui. Donc, ce qu'on peut dire ici, on peut tout simplement retenir que le variable ethnique reste moins déterminant dans les élections en Basse-Casamance. Et Ousmane Sonko, vous savez, Seydina, pour le cas d'Ousmane Sonko, c'est un peu particulier. Si vous suivez quelqu'un qui analyse bien la situation politique de notre pays, un journaliste, mais un brillant politiste, géopolitologue, Babacar Justin Ndiaye. Et il disait, il y a une de ses émissions, c'est à la suite des élections présidentielles de 2024, il avait dit qu'Ousmane Sonko, l'une de ses particularités, c'est du fait que si vous faites le parallèle entre Ousmane Sonko et ses prédécesseurs de la Casamance, je veux nommer par exemple Robert Sagna, je veux nommer par exemple Hassan Sek, je veux nommer d'autres personnes que vous connaissez certainement, comme les Benoît Sambou, voilà, Abdoulaye Baldé, entre autres. Vous prenez le Manza, comment il s'appelle encore, excusez-moi. Il était avec Macky Sall. Doudouka, excusez-moi. Voilà, Doudouka, très bien. Vous faites le parallèle entre Ousmane Sonko et ces leaders politiques-là. Vous allez voir que la plupart de ces leaders que j'ai cités, leur popularité s'arrête à la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Contrairement à Ousmane Sonko, il a à la fois une popularité en Casamance, mais une popularité peut-être encore beaucoup plus forte dans le nord et dans le centre. Au centre et au nord du Sénégal, Ousmane Sonko est porté aussi par la population. L'autre chose, pour terminer le cas d'Ousmane Sonko, c'est du fait que Ousmane Sonko, contrairement aux autres que j'ai cités, Ousmane Sonko est vu comme quelqu'un qui a une main propre. Il a aussi un discours contestataire, qui conteste le pouvoir, qui conteste le régime, qui conteste le colon, entre autres. Et donc tout ça a créé une sorte d'adhésion autour de son projet, autour aussi de sa personne. Un discours qui colle avec le vote contestataire des Casamanciens. Bon, on ne peut pas dire qu'il colle avec le vote contestataire des Casamanciens, mais je parle de la population sénégalaise dans sa globalité. Parce que quand vous prenez, pour le cas d'Ousmane Sonko, quand vous prenez spécifiquement le cas de la Casamance, ça peut un peu déjouer ce que je voulais les pronostics pour reprendre ce que vous voulez dire. Vous savez, Ousmane Sonko, pour terminer un peu concernant le vote ethnique, Ousmane Sonko, il est élu maire en 2022 dans la région dans le département de Ziguinchor, commune Ziguinchor. Abdoulaye Baldé est élu maire en 2009 à Ziguinchor. Pour vous dire, je n'ai pas les chiffres, mais ce sont les personnes que j'ai interrogées qui me l'ont dit. Et ce sont des personnes ressources, parce que c'est le président du conseil départemental de la région de Ziguinchor et son secrétaire qui m'ont dit que Abdoulaye Baldé est bien élu en 2009 que Ousmane Sonko en 2022. Abdoulaye Baldé est mieux élu en termes de chiffres. De chiffres. Parce qu'ils m'ont dit que Abdoulaye Baldé a raflé tous les bureaux de vote en 2009, contrairement à Ousmane Sonko en 2022. Et pourtant, c'est vrai que c'était l'un des débats entre moi et Biagui dernièrement lors de la soutenance. Mais bon, moi, je reste sur ma position. Abdoulaye Baldé est un Peul, parce qu'après tout, il a un nom Peul. Ousmane Sonko est un Diola. Et donc,
ça nécessite aussi une réflexion. Une réflexion. Pourquoi le non-Peul ou bien le Peul est mieux élu que le Diola, dans sa localité. Effectivement. Alors, vous parlez tout à l'heure de personnes que j'ai interrogées, Ouais. le président du conseil départemental de la région de Ziguinchor, son secrétaire, le journaliste Iwaba Gassama. C'est dire que derrière ce travail, il y a toute une méthodologie derrière que vous avez appliquée. Et justement, quelle est cette méthodologie qui vous a permis de mener à bien ce travail? Oui, vous savez, en sciences politiques, nous avons deux méthodes essentielles. C'est la méthode qualitative et la méthode quantitative. Souvent, ce sont nos travaux, pour ne pas dire nos recherches, qui nous obligent à choisir une méthode. Moi, par exemple, comme je travaille sur la sociologie électorale, le terrain me semble crucial, pour ne pas dire obligatoire. Il faut faire nécessairement le terrain. Moi, dans mes travaux, j'ai privilégié la méthode qualitative. C'est vrai, je l'ai complétée par la méthode quantitative, mais j'ai utilisé la méthode qualitative. Et c'est une méthode qui est basée essentiellement sur des entretiens, avec un échantillon qui est, si vous voulez, diversifié, c'est-à-dire qui a pris en compte à la fois des universitaires, qui a pris à la fois en compte les autorités locales, les femmes, les jeunes, les vieux, entre autres. Donc, c'est pour effectivement donner plus de représentativité à mon entretien, pour que tout le monde s'y retrouve en fait. Maintenant, pour les enquêtes, toujours pour la méthode qualitative, au-delà de ces entretiens-là, j'ai aussi eu à faire une analyse du discours, par exemple. J'ai eu à analyser certains discours, que ce soit les discours d'Ousmane Sonko, d'Abdoulaye Wade et d'autres opposants comme Landing Savané, comme Abdoulaye Baldé, entre autres, sur la participation, mais également sur le comportement électoral. Voilà. Maintenant, pour la méthode quantitative, qui est venue compléter cette méthode qualitative, la méthode quantitative, c'était plus le taux de participation. C'est pour analyser le taux de participation, c'est pour effectivement évaluer la démographie également, les chiffres sur la démographie, mais également sur le fichier électoral aussi. Donc, ça m'a permis effectivement d'avoir une étude qui a pris à la fois en compte la méthode quantitative, mais également la méthode qualitative. Voilà. Chez Diatta, vous avez pris du temps pour faire ce travail de qualité. J'étais présent le jour de la soutenance. Tout à fait. Cette qualité du travail a été témoignée par l'encadreur, mais aussi par le jury. Alors, si vous avez des principaux enseignements à nous donner par rapport à ce travail-là, ce serait quoi? Quels sont les principaux enseignements de ce travail, de cette évolution électorale de la Basse-Casamance en 24 ans? Je le rappelle, votre travail couvre la période de 2000 à 2024. Bon, les enseignements seraient, dans un premier temps, on va dire, tout d'abord, de faire une relecture de la situation politique de la Casamance, une relecture du comportement électoral, une relecture de la participation politique de la Casamance. Vous savez, Seydina, ce qui pose problème dans nos pays, ce sont des préjugés que vous avez évoqués tout à l'heure. Moi, j'ai constaté que ce n'est pas seulement pour la Casamance, hein, parce que moi, je dois dire que c'est vrai, je suis Casamancé, mais je ne suis pas Ziguinchorois. Moi, je suis de Sédhiou. Ouais. Et j'ai constaté que ce n'est pas seulement sur la Casamance. J'ai constaté que, vous savez, même le problème de vote ethnique, avant de revenir à votre question, le vote ethnique même pose problème chez Dina. Et l'ethnie en question même pose problème. Pourquoi? Vous savez, l'ethnie est problématique. Aujourd'hui, vous et moi, quand on parle d'ethnie, ça crée un sentiment on va dire, d'identité plus ou moins radicale, surtout dans le cadre du vote. Et je pense que les gens doivent être trop prudents avec certaines notions, notamment l'ethnie. Moi, j'aurais accepté dans le cadre d'une recherche que les gens parlent plus d'identité, parce que l'identité, ça englobe tout.
L'identité, ça englobe à la fois la région, ça englobe à la fois l'ethnie, ça englobe à la fois également, si vous voulez, notre convergence autour d'un parti, ainsi de suite. L'identité est beaucoup plus large que l'ethnie. L'ethnie, c'est seulement le langage, c'est seulement la culture qui est beaucoup plus mise en exergue que des questions de région, de parti, entre autres. Ouais. C'est comme quand on parle de guerre ethnique, c'est un terme générique. Oui. Mais qui, au fond, personne ne peut vous dire, par exemple, que telle guerre est une guerre ethnique. Très bien. Ah, vous savez, le professeur, comment il s'appelle encore, le professeur Mamadou Diouf de l'Université de Columbia, il disait que le vote ethnique n'est pas à diaboliser. Il dit bien le vote ethnique. Vous savez, chaque leader politique a ce qu'on appelle un bastion électoral. Pour ne pas dire un fief, quoi. Ousmane Sonko, par exemple, son fief, c'est la région de Ziguinchor. C'est normal qu'il ait là-bas un score fleuve. C'est tout à fait légitime, en fait. C'est légitime. D'ailleurs, tout comme les hommes politiques qui ont des scores fleuves dans leur bastion électoral. Très bien. C'est tout à fait légitime. Vous savez, on s'identifie à partir de notre région ou de notre localité, si vous voulez bien. Donc, pour revenir un peu en arrière, Mamadou Diouf disait que, par exemple, pour lui, là où on parle plus de vote ethnique, c'est là où il y a de ce que lui il appelle le tribalisme. Le tribalisme, je l'ai dit dans mes travaux, si vous avez lu, il y a une partie même que j'ai eu à faire un tableau pour faire un peu le parallèle entre la façon dont nous concevons le vote ethnique et la meilleure façon de le concevoir, en fait. Si vous allez dans certains pays, par exemple, le vote ethnique est une suite logique d'une guerre ethnique, par exemple. Vous allez dans des pays comme le Rwanda, vous allez dans des pays comme, on prend le Rwanda, on prend par exemple un pays comme le Kenya, on prend un pays comme le Niger à un moment. C'est vrai que les Niger, peut-être, eux, ils n'ont pas connu ça de façon radicale comme le Rwanda, par exemple. Mais là-bas, quand on parle de vote ethnique, c'est évident. Parce qu'on sait que les Tutsis et les Hutus ont eu, par le passé, un conflit. Donc, dans les années 90, pardon. Maintenant, c'est nous, au Sénégal, par exemple, nous, on n'a pas un problème d'ethnie. C'est Dina. Ici, il y a ce qu'on appelle le cousinage à plaisanterie. Les Diolas s'entendent bien avec les Wolofs s'entendent bien avec les Mandinks s'entendent bien avec les Sérères, ainsi de suite. Et donc, je pense que pour le cas de la Casamance, il faudra effectivement, pour revenir à votre question, qu'il y ait une relecture de cette zone et qu'on ait en tout cas un recul avant d'avancer certaines affirmations, que ce soit sur le vote, sur le conflit, sur la paix et d'autres facteurs ou bien d'autres variables qui pourraient faire l'objet d'études dans cette région. On va parler de perspectives. Oui. Quelle perspective offre ce travail, que je rappelle, qui porte sur le comportement des électeurs dans la région de Ziguinchor? Beaucoup de perspectives parce que je suis trop prudent avec l'expression, mais je pense que c'est la première fois qu'on ait ici une étude sur le comportement électoral dans la région de Ziguinchor. Bon, je le dis avec beaucoup de prudence parce que je suis dans un monde scientifique, donc peut-être que quelqu'un d'autre a fait ses travaux sur ça. Voilà, c'est bien possible. Mais moi, dans vos recherches, vous avez recherché et vous n'avez pas encore trouvé un travail spécifique sur le comportement électoral dans la région de Ziguinchor? Non, jusque-là, non. J'ai eu effectivement des articles qui ont un peu brossé, on peut dire, sur le comportement électoral. Il y a eu l'article, par exemple, d'Alassane Bey, où une partie, il a évoqué un peu le cas de la Casamance. Ça ne fait même pas une page. Je dis bien, ça ne fait même pas une page. Il y a aussi l'article d'Ibrahim Abba, qui a aussi parlé un peu le vote, la variable ethnique en 2019, par exemple, que ça soit sur le cas de Macky Sall, d'Idrissa Seck et d'Ousmane Sonko. Mais lui aussi, bon, c'est une partie qu'il a réservée pour le cas de la Casamance. Et donc,
aujourd'hui, comme c'est une première, à mon sens, je pense, en attendant de voir, de vérifier encore, je pense que la perspective pourrait être que juste le prolongement de ce travail. Et peut-être dire aux chercheurs de s'intéresser aussi à cette question qui me paraît intéressante. Parce que moi, comme vous l'avez constaté dans mes travaux, je n'ai même pas interrogé, on va dire, la moitié de la population de la région de Ziguinchor. Ça faisait même partie des critiques du jury l'autre jour. Biagui qui m'a dit qu'il fallait aller dans des zones où il y a une tension, des zones qui ont connu des tensions, des zones difficiles d'accès, et ainsi de suite. Vous avez vu. Alors donc, je pense qu'une perspective pourrait être peut-être une étude comparative entre le sud du Sénégal et peut-être le nord du Sénégal. Le sud, je parle de la Casamance dans sa globalité, et peut-être le nord ou le centre, ça pourrait être intéressant. L'autre chose, c'est peut-être la jeunesse et la participation politique aussi, ça pourrait être intéressant. Parce que la participation, je ne l'ai pas évoquée, la participation Seydina en Basse-Casamance est impactée essentiellement par deux facteurs. C'est le facteur conflictuel et la démographie. Si vous prenez la démographie, par exemple, la démographie de la région de Ziguinchor, actuellement, en 2024, dernièrement, la population de la région de Ziguinchor, on était à 628 845 habitants. 628 845 habitants en 2024. Et si vous faites le parallèle entre 2024 et 2002, vous allez voir qu'en 2002, la population de la région de Ziguinchor, c'était à 415 000. Je dis bien 415 000. Et donc, cette évolution de la population a aussi impacté la participation, mais également l'inscription sur le fichier électoral. Parce qu'actuellement, en 2024, les deux dernières élections, la Casamance était à 308 000 électeurs. 308 000 électeurs. Et si vous remontez en 2000, vous allez voir que la Casamance était dans les 1042 électeurs. Donc, vous allez voir, si vous faites le link entre... Plus de 2000 électeurs. Voilà. Vous allez voir qu'il y a une progression, il y a une évolution. Donc, il y a l'augmentation, effectivement, des électeurs de la région de Ziguinchor. Et c'est vrai qu'encore une fois, dernièrement, le jury a dit qu'en termes de chiffres, c'est pas trop signifiant. Mais on est 14 régions au Sénégal. Ziguinchor, en tout cas dans mes recherches, Ziguinchor occupe la 8e place sur la carte électorale du Sénégal. En termes d'importance, oui, dans le chiffre. Oui, 8e place. Donc, ce n'est pas aussi un bastion qui est négligeable. Mais c'est aussi un bastion stratégique. Très bien. Et je crois que c'est le facteur déterminant, le fait que c'est un bastion stratégique. Voilà. Et c'est le facteur déterminant. Et l'autre jour aussi, ça faisait l'objet de débats entre moi et le jury, disant que, bon, eux, ils ne trouvent pas que le Ziguinchor soit constitué comme un bastion électoral stratégique en raison, en tout cas, de sa place sur la carte électorale. Mais aujourd'hui, Ziguinchor, quoi qu'on puisse dire, constitue une zone stratégique en raison notamment de l'appartenance d'un leader, Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, il est de Ziguinchor. On sait qu'aujourd'hui, si vous voulez, la première zone que Ousmane Sonko doit gagner, c'est Ziguinchor. S'il perd Ziguinchor, je ne peux pas dire que, voilà, il va avoir des soucis, mais Ziguinchor constitue, de mon point de vue, constituerait pour Ousmane Sonko sa première préoccupation dans une élection. Donc, je pense que en termes de perspective, on peut avoir beaucoup de réflexions allant dans le sens, en tout cas, du comportement électoral comme de la participation électorale dans la région des Ziguinchor. C'est passionnant de vous recevoir, M. Diatta, pour parler de votre sujet qui est tellement important. Malheureusement, le temps qui nous est imparti arrive à sa fin. Je vous donne peut-être 1 minute ou 2 minutes pour dire des choses que vous n'avez pas encore dit par rapport à ce sujet et peut-être un mot à l'endroit de notre spectateur. Merci beaucoup. En tout cas, vous remerciez d'abord. Vous remerciez infiniment. Comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, revenir à Téléécole ne pourrait constituer qu'un plaisir. Téléécole, comme son nom le dit, c'est une télé éducative.
et qui est en train de faire des choses remarquables. En tout cas, on vous remercie pour ça et on remercie particulièrement le directeur Hassan Boum pour ça. Alors, je pense que ce sujet-là, ça resterait toujours une discussion, ça va toujours rester un sujet passionnant. Et j'espère qu'il servira en tout cas de recherche pour d'autres chercheurs qui vont venir. Donc, pour ma part, je pense que je ne pourrais que remercier d'abord ceux qui ont facilité la réalisation de ce travail, en commençant par mon directeur de mémoire, Dr Mohamed Hadidem, qui a été un grand soutien pour moi, qui a été à la fois un encadreur, un père, mais également un soutien. Donc, je ne pourrais que profiter de cette tribune pour pouvoir lui renouveler tous mes remerciements. Remercier également les autorités de la région de Ziguinchor qui ont été également un grand soutien dans la réalisation de ce travail, que ce soit dans le département de Ziguinchor, de Bignona, mais également de Doucy également. Et remercier quelqu'un de très particulier, Seydina. Vous savez, la Casamance, je pense que vous aurez la chance d'y aller pour voir comment les Casamancés sont... une fois. Ah, voilà. Comment les Casamancés sont vraiment accueillants, Seydina. Il y a quelqu'un, je pense qu'il va suivre cette émission, du nom de Xavier Diatta. C'est un entrepreneur. Il est le directeur de Casa Industrie. Il a été un très grand soutien pour moi, Seydina. Et pourtant, on ne se connaissait pas. C'est dans le cadre de ces recherches-là qu'on s'est connus. Et depuis lors, il m'a aidé tout au long de mes enquêtes de terrain. Il m'a même offert des ouvrages dans le cadre de mes recherches. Donc, je voudrais vraiment, encore une fois, lui renouveler tous mes remerciements et lui souhaiter vraiment une très bonne santé. Donc, pour terminer, remercier encore une fois tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre et remercier tous les membres de l'association des étudiants africains en sciences politiques qui sont venus massivement nous encourager lors de notre soutenance. Remercier également les membres de l'amicale des élèves et étudiants de la commune de Djoudoubou, que je dirige actuellement en tant que président. Ils ont aussi été massifs lors de ma soutenance. Donc, remercier également les camarades promo, les camarades de ma promotion qui ont été aussi un très grand soutien. Donc, je pense que c'est sur ces mots-là que je vais vous rendre l'antenne, tout en vous remerciant encore une fois pour m'avoir donné l'occasion de revaloriser et de donner une visibilité à mes travaux de recherche. C'est nous qui vous remercions, M. Diatta, pour avoir répondu favorablement à notre invitation et de partager avec nos téléspectateurs les résultats de vos travaux qui, je le répète, portent sur le comportement électoral des électeurs de la région de Ziguinchor dans le sud du Sénégal. Et vos travaux couvrent la période de 2000 à 2024. Nos remerciements à la régie Mamour, Fallou et Masboub sont à la réalisation. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de Droit et Société sur Télé-École. D'ici là, restez connectés sur toutes nos plateformes. Télé-École, la première télé 100% éducation en Afrique, au Sénégal. Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École.